On va continuer avec l'atelier numéro 5 qui s'intitule Évolution du littoral et solutions durables, observation, anticipation et partage de l'information. J'appelle Monsieur Clément Bouvier, sous vos applaudissements. Maintenant vous êtes restauré, vous avez la pêche, énergie. Ingénieur risque côtier au BRGM de la Martinique, donc il va nous faire la restitution de cet atelier qui s'est tenu à la Trinité. Voilà, les micros fonctionnent maintenant, a priori. Pas celui-là, mais celui-là. Le micro pupitre fonctionne? Non, peut-être pas. Steve? Oui? Il a l'air. Ok, très bien, bonne nouvelle. Et maintenant, on en a 4 à la salle, donc c'est au-delà de nos espérances. C'est bon? Donc cet atelier a eu lieu donc à l'auditorium de la culture, et puis il y a eu des visites de terrain, à la Lézarde, au Lamentin, à la Trinité. Monsieur Bouvier, allez-y, vous avez 20 minutes. Alors, vous m'entendez tous? J'ai l'impression que oui. Donc bonjour à tous. En effet, je suis donc Clément Bouvier, je travaille au BRGM en tant que chercheur sur la thématique des risques côtiers. Donc je remercie bien sûr la CTM et la FPCNT de m'avoir invité à ce séminaire et de m'avoir nommé référent de cet atelier qui a vraiment été passionnant, je crois, sur l'évolution du littoral, les solutions durables existantes, l'observation, l'anticipation et comment mieux partager, mieux diffuser l'information. On était assez nombreux à cet atelier avec du coup beaucoup de personnes d'horizons divers. On avait des gens de la DEAL, de la CTM, de la Sommer, du parc marin, des gens de Sainte-Luce, une assurance aussi. On avait de Sainte-Luce, pardon, de Sainte-Lucie. Thanks for coming. L'ONF, bien sûr, était présent. Un élu de Guyane. On avait aussi un élu de la Trinité. Quelqu'un de la ville, du service environnement du Lamentin. Donc des échanges qui ont été très constructifs et vraiment une journée vraiment passionnante. Et j'en profite pour remercier la ville de la Trinité qui nous a accueillis dans la commune de façon vraiment super. On a été très bien reçus. Alors, je vais essayer d'être assez rapide dans cette restitution pour laisser place à des échanges. Je vais commencer par une introduction très rapide sur ce que l'on entend au sujet de l'érosion côtière. Et ensuite, on verra comment s'est déroulé l'atelier, qui a été dans un premier temps au Lamentin, dans une zone industrielle où il y a de la mangrove et des industries, donc une zone de forts enjeux. On a été ensuite à Anse-l'Étang, qui est une plage exposée à un taux d'érosion important sur la Trinité. Et ensuite, on s'est retrouvé en mairie pour des échanges qui abordent différentes thématiques, vous le verrez. Alors, très rapidement, un petit constat général sur la Martinique. La Martinique, c'est un linéaire côtier de 450 km. On retrouve 27 communes littorales qui abritent 95% de la population. Il faut savoir qu'il y a 77% de la population qui habite à moins de 20 mètres du niveau de la mer. On retrouve 117 plages, ça représente un linéaire de 63 km, mais on retrouve aussi de la mangrove, des côtes rocheuses, des côtes meubles et des côtes artificialisées. Donc une grande variété de morphologie, de typologie côtière. Et ça abrite bien sûr aussi une grande part des activités économiques. On pense bien sûr aux hôtels, aux restaurateurs, etc. Il faut savoir qu'en Martinique, on estime aujourd'hui qu'il y a un tiers des plages sableuses qui sont exposées à une érosion chronique qui donc supérieure à 25 mètres sur les 70 dernières années, qui ont perdu 25 mètres sur les 70 dernières années. Alors, vous l'avez compris, le littoral martiniquais et peut-être même le littoral en général, c'est une zone de très forts enjeux, des enjeux humains avant tout, mais aussi des enjeux environnementaux, économiques et liés aussi aux loisirs et au bien-être. C'est aussi une zone très dynamique, vulnérable à l'érosion côtière et à la submersion marine. Alors, qu'est-ce qu'on entend par érosion côtière? L'érosion, c'est un phénomène naturel. On a tendance parfois à l'oublier, mais avant tout, c'est un phénomène naturel qui peut se définir comme la perte de matériel sédimentaire, la perte de matériaux vers la mer. Et elle peut toucher tous les types de littoraux, que ce soit les plages sableuses, les falaises, les mangroves. Et elle peut se traduire par un recul de la position du trait de côte. Le trait de côte, c'est l'interface entre la terre et la mer. Là, vous avez un exemple de la plage d'Anse-l'Étang après l'ouragan Omar en 2008 qui a complètement disparu.
Alors, un phénomène naturel, mais qui peut être aussi aggravé par certaines activités humaines. Alors, on quitte juste sur une seule diapo la Martinique, et on est là sur une plage à Miami, où il y a eu, vous le voyez, mise en place de brise-lames pour protéger un secteur qui était très étroit. Et quelques années plus tard, on observe en effet une protection locale qui a bien fonctionné avec du coup les riverains qui sont protégés par ces brise-lames. Par contre, sur le secteur voisin, c'est catastrophique puisqu'on observe une érosion très importante reliée vraiment à la présence de ces brise-lames qui bloquent le transport sédimentaire. Alors, si on revient sur l'atelier, nous sommes rendus donc dans un premier temps au Lamentin, à la zone industrielle de la Lézarde, qui est en fait une zone de forts enjeux avec beaucoup d'entreprises situées en arrière mangrove et une zone du coup de mangrove qui est sensible. Et on a découvert donc le projet de la ville du Lamentin avec Madame Dory Joseph, que je remercie, je ne sais pas si elle est présente dans la salle, mais vraiment je la remercie parce que c'est un projet qui est passionnant. Il s'agit en fait d'un jumelage entre la ville du Lamentin et Santiago de Cuba, où l'objectif premier de ce jumelage, c'est de restaurer la mangrove. Alors comment la restaurer? En fait, ils ont opté pour une première étape de sensibilisation et ensuite la mobilisation des différents acteurs. Les différents acteurs, qui sont-ils? Ce sont évidemment les enfants. Donc ils ont été vraiment tapés à la porte des écoles et avec un lot d'animation qui a permis ensuite aux enfants d'être sensibilisés et d'intervenir pour replanter des espèces dans la mangrove, mais pas simplement les enfants, ils sont allés aussi taper à la porte des entreprises qui sont situées directement à proximité de la mangrove. Et ils ont réussi à mobiliser ces entreprises et à définir même un référent par entreprise qui du coup suit à la fois l'évolution de la mangrove et participe à sa préservation et à sa restauration. Donc ça, c'est un bel exemple de projet où finalement la commune du Lamentin a réussi à s'emparer d'une problématique avec un jumelage international et a pu comme ça mobiliser des acteurs qui, au départ, n'ont pas forcément d'affinité avec ce milieu naturel. Certaines personnes des entreprises découvraient en fait la présence de mangroves qui était pourtant à quelques vingtaines de mètres de là où ils travaillent tous les jours. Alors, là, on est donc un petit peu sur le volet solutions durables pour contrer, ou du moins pour diminuer ce phénomène d'érosion. J'en profite pour glisser qu'il y a un guide qui a été coécrit avec le BRGM, l'ADEAL et l'ONF sur justement la gestion durable de cette érosion côtière en Martinique. Et vous le verrez sur ce guide qui est disponible sur le site de l'Observatoire Olimar, je vous ai glissé le lien juste en dessous. Il y a tout un panel de solutions de gestion qui sont proposées, qui peuvent être adaptées selon les secteurs ou inadaptées. Et vous le verrez, il y a différentes solutions proposées. Et à chaque fois, on retrouve finalement une solution idéale selon le site que l'on veut protéger. Alors, on a poursuivi l'atelier avec une visite sur la plage d'Anse-l'Étang. Anse-l'Étang, c'est une plage qui est située sur la commune de la Trinité, qui est suivie justement par l'Observatoire du littoral depuis 2019. Alors, elle est suivie en effet depuis très peu de temps, mais heureusement, on a des images aériennes qui datent de 1951 et qui nous permettent de mieux définir les vitesses de recul sur ce site. Ce qu'on observe au cours des 70 dernières années, c'est un recul de la position du trait de côte supérieur à 30 cm par an. Alors ça paraît peu, mais 30 cm par an sur 70 ans, ça fait 20 mètres. Donc c'est vraiment conséquent. Alors plus récemment, on poursuit évidemment les mesures, et entre 2019 et 2022, le phénomène semble s'aggraver, s'accélérer, puisqu'on observe des reculs de 1 mètre par an sur cette plage. Aujourd'hui, la quasi-totalité du stock sédimentaire de la plage a disparu, en tout cas sur le secteur est. Je vous ai glissé une photo où on retrouve en fait une arrière-plage qui est bordée par un centre de vacances, qui est le VVF, et du coup avec une érosion qui maintenant a réduit considérablement le stock sédimentaire et qui s'attaque à la falaise où on retrouve les infrastructures du centre de vacances. Et ce qu'on a montré au cours de cet atelier, donc on a montré le matériel de mesure à disposition, comment est-ce que les scientifiques effectuent ces observations,
Donc on a ensemble essayé de mieux comprendre ce qui se passe sur cette plage. Et très concrètement, en fait, les choses sont différentes selon le secteur où l'on se trouve sur cette plage. On observe à gauche, je ne vais pas trop détailler ces figures qui peuvent être quand même assez complexes, mais sur la gauche, c'est une coupe de la plage. Et on observe en fait depuis 2019 une certaine stabilité. Si on regarde l'évolution de la largeur de plage en bas à gauche, en fait, on a même une plage qui a tendance à augmenter à une vitesse de 80 cm par an environ. Au contraire, sur le profil qui est situé à droite, on observe là une érosion qui est absolument énorme, très rapide, avec un recul de plage estimé à 1 mètre par an. Et là, je parle évidemment du secteur où on retrouve le centre de vacances. Donc ce qui se passe très concrètement sur cette cellule sédimentaire, c'est qu'il y a une partie de la plage qui nourrit l'autre partie. Donc ça veut dire qu'en termes de gestion de l'érosion, eh bien, si on veut faire un petit peu comme Miami, bloquer le transport sédimentaire avec des ouvrages en dur, on risque d'aggraver et de provoquer un problème sur le secteur voisin, le secteur adjacent. Donc c'était un petit peu le but de cet atelier, c'était de montrer la complexité de ces environnements et la complexité de gestion qui est derrière. Nous nous sommes rendus ensuite sur un secteur qui est peut-être encore plus sensible, puisqu'il y a des enjeux humains en arrière, qui est le quartier Font-Basile à la Trinité, qui est sur une zone basse avec de nombreuses habitations présentes. Et du coup, c'est une zone qui est exposée non seulement à l'érosion côtière, mais aussi à la submersion marine. Et on a rencontré les riverains qui nous ont fait part de leurs témoignages, de leurs ressentis sur ces phénomènes. Alors là, c'est vraiment très rapide, mais j'en profite pour glisser qu'en termes de partage de l'information, il y a une plateforme qui a été vraiment co-construite entre BRGM et l'ADEAL, qui est l'Observatoire du littoral, où vous pouvez retrouver différents outils pédagogiques, des actualités et même une carte interactive. Alors nous avons poursuivi l'atelier en mairie et il y a certains, alors je ne vais pas tout détailler, les échanges ont été très intéressants. Je vais simplement essayer de mettre quelques idées qui sont ressorties et qui m'ont semblé très importantes. On a eu une présentation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de leur observatoire vis-à-vis des îlets. C'est vrai qu'au niveau de la Martinique, les îlets restent encore aujourd'hui des environnements assez méconnus. Donc il y a peut-être ici des choses à creuser sur des environnements qui sont moins étudiés que d'autres. Il y a aussi la nécessité, et ça c'est peut-être le point clé de cet atelier, vraiment la nécessité de mieux communiquer l'information. Alors, comme je le disais sur la précédente diapo, on a mis en place une plateforme, mais ce n'est pas suffisant. Je suis persuadé que dans la salle, personne n'avait encore connaissance de ce site internet, et c'est bien la preuve qu'on n'est pas encore assez bon sur ce volet communication. Alors, comment mieux communiquer ? La priorité, et heureusement on avait donc le parc marin, des assos, donc des personnes qui ont l'habitude d'aborder ce sujet, et la priorité c'est peut-être sensibiliser la jeunesse. Mais on peut la sensibiliser pas simplement en montrant des figures un peu brutales, comme je l'ai fait là sur cette présentation, mais peut-être aussi via la culture, via l'art, via des sorties pédagogiques, via par exemple ce séminaire. Il y a quand même beaucoup d'outils de communication qu'on exploite encore assez mal aujourd'hui et qui méritent de donner encore un peu plus d'investissement. Alors, j'ai noté quelques phrases toujours sur ce volet communication. Il faut faire attention, selon les différents acteurs présents, à ne pas trop simplifier l'information, pour ne pas trop la déformer. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti et il faut communiquer l'information, mais communiquer une information juste, pour ne pas créer de confusion. Pour communiquer cette information, il est impératif, et ça c'est Madame Dory Joseph qui nous l'a bien montré avec son projet Réciprocité sur la mangrove, il faut aller voir le public et il faut l'impliquer. Je pense que ce projet Réciprocité, c'est vraiment un bel exemple de comment est-ce qu'on peut impliquer la population et la mobiliser pour non seulement la sensibiliser, mais surtout qu'elle participe finalement à la réduction du phénomène érosion et la réduction du risque. Et bien sûr, on protège mieux ce que l'on connaît. Donc, si l'on veut impliquer la population, il faut avant tout la sensibiliser pour qu'elle puisse mieux appréhender ces phénomènes qui, je le répète, sont quand même assez complexes. Donc, un petit diagramme, peut-être que les différentes étapes de ce travail, c'est d'abord la connaissance, ensuite le partage de cette connaissance avec de la sensibilisation et de l'action. Et finalement, l'action,
va ensuite apporter de la connaissance. Donc en fait, on est sur une espèce de boucle infinie qui va permettre de mieux s'adapter au changement climatique. Il est apparu aussi important, et c'est quelque chose que je crois qu'on n'exploite pas assez, surtout les scientifiques comme moi qui sont physiciens au départ, c'est d'essayer de combiner les savoirs, essayer de rallier justement la physique de l'environnement, l'océanographie, avec les sciences sociales, avec l'architecture. Et il y a déjà des initiatives très importantes qui ont donné lieu à des projets de relocalisation avec des architectes qui sont venus en Martinique et qui ont pu comme ça commencer à réfléchir à certaines initiatives. Et comme on l'a vu avec Madame Dory-Joseph encore du Lamentin, les initiatives peuvent être prises à tous les niveaux. À l'échelle de la commune bien sûr, à l'échelle de la collectivité, à l'échelle de l'État, à l'échelle des bureaux d'études ou des scientifiques, mais aussi à l'échelle des associations. Je pense qu'on peut tous être aujourd'hui acteurs de cette communication et de cette sensibilisation. Et je crois que l'intérêt, finalement, il est commun, c'est de ne pas reproduire les erreurs passées. Là, je vous ai mis une photographie d'un littoral en Italie, où il y a eu, dans un premier temps, mise en place d'une jetée qui abrite donc un port. Et on voit très bien sur la partie droite de l'image que ce port a entraîné vraiment comme une marge d'escalier et une érosion très importante sur l'autre portion du littoral, où on retrouvait pourtant beaucoup d'habitations. Donc ce qui s'est passé suite à cela, c'est que chacun a voulu avoir une protection pour rester. Et on a voulu fixer la position du trait de côte. Et en fait, le phénomène s'est répercuté et a cascadé sur l'ensemble du linéaire côtier de cette région d'Italie. Et je crois que là, on est dans une situation qui est assez aberrante, où finalement l'humain a voulu se rapprocher de cet environnement qui est si passionnant et si riche, pour finalement s'en éloigner avec des structures côtières qui finalement ont de l'efficacité locale, mais par contre qui entraînent systématiquement des effets négatifs sur les côtes adjacentes. Voilà. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop long et qu'on aura le temps de Vous avez été juste ce qu'il fallait, il reste juste 4 minutes. On a toujours l'impression qu'on sera pas on est long. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Juste, vous avez des questions dans la salle? Oui, Monsieur Déris. Alors, le micro, pardon. Oui. Oui, question très simple. Est-ce que vous pouvez nous présenter des propositions permettant d'arrêter l'érosion? Attends. Oui. Et monsieur va continuer. Juste. Oui, pour être enfin en avant de la réponse, est-ce que vous connaissez les travaux qui ont été faits à Anglette, Chambre d'Amour, pour à la fois protéger lors des tempêtes du golfe de Gascogne et arrêter l'érosion? Ce sont des digues perpendiculaires à la plage avec un pas à peu près de 200-250 mètres. J'ai vu ça depuis 15 ans et c'est efficace depuis 15 ans. Donc comment on fait pour arrêter l'érosion? Alors, c'est pas un cadeau cette question. Ils étaient plusieurs dans l'atelier. Mais je la prends et je remercie Monsieur Doris de la poser parce que finalement c'est la question que tout le monde se pose. Ah oui. Finalement, il y a différentes possibilités face à l'érosion. Il y a l'inaction. Bien sûr, c'est pas celle-là qu'on veut. Il y a la protection. Protection, comment? C'est soit par des ouvrages en dur qui protègent, comme je l'ai dit tout à l'heure, localement, ou il y a des solutions un peu plus durables, des solutions sur long terme qui parfois nécessitent de revenir et de refaire. Parmi les solutions durables, il y a évidemment la revégétalisation. On l'observe, hein, et puis c'est même assez... c'est même parfois très d'actualité, avec du coup certaines espèces végétales, pas n'importe lesquelles, qui peuvent être replantées, je pense aux patates bord de mer par exemple, qui ont une capacité de fixer, ou du moins de ralentir le phénomène. Alors évidemment, on imagine bien que quand on a un cyclone comme Maria, comme Dean, les patates de mer ont un effet très limité. Quand on a une portion de plage qui réduit significativement, on peut aussi penser au rechargement sableux. Alors ça soulève des questions, c'est où trouver ces stocks sableux, comment faire en sorte de les déplacer pour nourrir certaines portions du littoral. Mais je crois que ces solutions de gestion pour ralentir le phénomène sont peut-être les plus efficaces aujourd'hui, contrairement à la fixation du trait de côte qui entraîne systématiquement des effets un peu pervers. Et puis évidemment, quand il s'agit de protéger des enjeux,
eh bien là on peut penser à la relocalisation spatiale. Et là je crois que c'est la thématique qui sera abordée dans un des prochains ateliers. Le prochain en fait. Est-ce que, oui. Juste une question. Non, monsieur a parlé de l'exemple de la chambre d'amour à Anglet. Est-ce qu'en Martinique, on a des exemples réussis de réponse à l'érosion côtière ou pas du tout? Alors, justement, à Anse-Figuier, il y a une mise en place d'un ouvrage qu'on appelle atténuateur de houle. C'est un géotextile rempli de sable qui est positionné à quelques mètres de la plage et qui a pour objectif au départ de réduire l'énergie des vagues. Les vagues arrivent à la côte, elles ressentent le géotextile, elles déferlent, un petit peu comme un récif finalement. Le problème, c'est qu'à Anse-Figuier, on n'a pas forcément de vagues énergétiques qui arrivent sur la plage, on a plus un clapot permanent et des courants qui génèrent en effet une érosion. Donc cet ouvrage atténuateur de houle n'a pas eu finalement une efficacité escomptée puisqu'il n'arrive pas à dissiper l'énergie des vagues sur la plage. Et c'est vrai que ce genre d'ouvrage nécessite aussi de l'entretien parce que il peut s'avérer qu'il soit percé, il peut s'avérer qu'il soit du coup aplati, mais vous me direz comme il est rempli de sable, finalement ça a peut-être participé à nourrir la plage qui se situe en arrière.